te présente, Michel. Alors, Michel, tu es diplômé de l'École normale supérieure. Tu as réalisé tes travaux de thèse sur la mise en œuvre d'un micromaser à deux photons sous la direction de Serge Haroche. Donc, il n'est peut-être pas utile de rappeler il est lauréat du prix Nobel de physique en 2012. Tu es ensuite devenu chercheur permanent au CNRS au laboratoire Kastler-Brossel dans l'équipe d'électrodynamique quantique en cavité, dirigée par Serge Haroche et Jean-Michel Raymond. Tu as mené des expériences d'électrodynamique quantique en cavité qui impliquaient des résonateurs micro-ondes supraconducteurs de très haut facteur de qualité et des atomes de Rydberg circulaires utilisés comme sondes extrêmement sensibles du champ dans la cavité. Et c'était l'objet de l'article du jour. Tu as réalisé des expériences permettant le comptage de photons par mesure quantique non destructive, révélant ainsi des comportements fondamentaux liés à la mesure quantique. On peut citer en particulier l'effondrement de la fonction d'onde, la répétabilité de la mesure et l'observation des sauts quantiques de lumière. Tu as également préparé des états dits Schrödinger du champ en cavité et étudié leur décohérence, réalisant des expériences sur des systèmes à la frontière entre la physique quantique et la physique classique. C'était aussi le sujet de l'article. De plus, tu as mené des expériences dans le domaine de la manipulation de l'information quantique. Tu es lauréat de plusieurs prix prestigieux, tels que le prix Ampère de l'Académie des sciences, que tu as reçu en 98, le prix Fabry de Gramont de la Société française d'optique, que tu as reçu en 2001, ou encore plus récemment, en 2017, le prix des trois physiciens de l'École normale supérieure. Donc les trois physiciens en question, c'est en l'honneur de Abraham, Bloch et Brua. Et je te laisse la parole pour une quarantaine de minutes pour ta présentation. Merci Michel. Merci pour cette introduction et merci donc pour me donner l'occasion de présenter les travaux que tu as brièvement résumés dans cette présentation. Donc, le focus de ma présentation va être sur le rôle de la décohérence lorsqu'on effectue une mesure quantique. Et bon, je voudrais tout de suite mettre en relief le fait que la décohérence a deux facettes. On peut dire que c'est notre ennemi, et c'est peut-être pour ça qu'elle est plus populaire dans le contexte des technologies quantiques. Et je pense que David, dans son exposé, reviendra sur cet aspect. Il faut combattre la décohérence si on veut mettre en œuvre des technologies quantiques. Et le point de vue que je vais adopter dans un premier temps dans notre exposé, c'est de montrer que la décohérence est notre amie, en ce sens qu'elle nous permet de comprendre un certain nombre des aspects fondamentaux de la théorie quantique de la mesure et qu'elle donne une image assez cohérente de la transition qui se passe entre le caractère quantique du monde microscopique et le comportement classique des objets macroscopiques. Et les objets macroscopiques qui vont nous intéresser particulièrement, ce sont les appareils de mesure. Et la théorie quantique est essentiellement une théorie qui lie la statistique donnée par les appareils de mesure aux propriétés quantiques des systèmes microscopiques qui sont étranges si on les regarde avec notre œil de personnes qui vivent dans un monde classique où les chats sont soit morts, soit vivants, mais pas les deux. Et donc, on va essayer de regarder un peu ces deux problèmes, peut-être pas trop du point de vue complètement conceptuel et du point de vue épistémologique, mais plutôt du point de vue d'un expérimentateur pour qui ce qui compte essentiellement, c'est ce qui va être mesurable et de bien comprendre les mesures réelles qu'on fait sur un système réel dans un laboratoire. Je clique. Alors, pour commencer, je vais très brièvement rappeler les postulats de la mesure quantique. Tout le monde les connaît bien, je pense, dans cette audience, mais je voudrais pointer là où ça coince le plus et là où la décohérence va nous apprendre quelque chose. Donc, les postulats, ben, il y a, je pense, ce que je mettrai en avant en premier, c'est le caractère fondamentalement aléatoire des résultats des mesures. Le premier postulat, la physique quantique est une théorie statistique d'événements particuliers qui sont les résultats donnés par les appareils de mesure. Ensuite, on devient plus formel en introduisant les quantités physiques en les représentant par des opérateurs hermitiens, puis on introduit les résultats possibles comme valeur propre d'opérateur, puis on sort le postulat de projection, et probablement que au sortir du premier ou deuxième
cours de mécanique quantique, quand on vous a présenté ces postulats, vous vous êtes dit, c'est assez bizarre ce truc, quel est le rapport avec un vrai appareil de mesure que je peux rencontrer dans un laboratoire, hein. Ça ne ressemble pas à un opérateur émissien, un appareil de mesure. Et donc, on va essayer de faire la connexion entre les opérateurs émissiens tels qu'introduits dans les postulats de la mesure et fabriquer un vrai appareil de mesure qui se comporte selon, effectivement, suivant ces postulats. Et c'est pas si facile, hein. Un des points étonnants qu'on peut souligner, c'est que les fondateurs de la physique quantique ont inventé ces postulats alors que ce n'était pas facile de réaliser dans le laboratoire une mesure quantique idéale conformément à ces postulats. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Donc si on part de ces postulats, mais on peut souligner un certain nombre d'effets qu'on peut qualifier de choquants. Il faut souligner que dès la fondation de la physique quantique, les fondateurs avaient déjà mis le doigt sur le problème. Ils n'étaient pas naïfs, ils n'avaient pas inventé un formalisme sans comprendre toutes les conséquences, même si à l'époque les expériences n'allaient pas jusqu'où elles vont maintenant. Et donc, par exemple, une chose choquante, ben, dans le postulat de projection, c'est l'introduction d'un événement discontinu. Avant, après, on passe d'une superposition à un état bien déterminé. Et ça conduit à ce qu'on appelle des sauts quantiques. Alors, je ne vais pas discuter en détail le problème des sauts quantiques, mais il y a eu beaucoup de discussions sur les sauts quantiques dès les fondations de la physique quantique, puis plus tard, quand les gens ont commencé à être à même de les observer, par exemple en observant un ion unique. Et il est assez étonnant aujourd'hui de constater qu'à l'époque, avant de voir les sauts quantiques sur un ion unique, eh bien, un certain nombre de physiciens n'y croyaient pas et pensaient qu'on ne verrait jamais de saut discontinu. Alors, en fait, si. Et les prédictions de la physique quantique avaient raison, comme toujours, j'ai envie de dire, jusqu'à présent. Donc, l'existence de ces sauts, si on veut pousser un peu plus loin une contradiction apparente du formalisme, c'est qu'elle semble contredire le fait que la physique quantique repose sur une évolution unitaire, l'équation de Schrödinger, qui est parfaitement continue. Et donc, on a l'impression que les sauts sont mis à la main par le postulat de projection et que ben, c'est ces deux ingrédients qu'on aimerait bien concilier. Une autre question qu'on peut se poser, c'est, comme on est curieux quand on est physicien, s'il y a une projection, à quel moment elle se passe? Et donc, on aimerait bien pouvoir répondre à cette question, et cette question est au centre de la question du shadow de Schrödinger, qui revient à dire à quel moment le chat passe-t-il d'un état superposition à un état soit mort, soit vif. Et donc, c'est le sujet principal de cet exposé. Alors, avant d'aller aux charges de Schrödinger telles qu'on les fait dans le laboratoire et parler de décohérence, je voudrais dire que, en fait, souligner que les fondateurs de la physique quantique avaient déjà une grande conscience du problème et avaient déjà des pistes, voire plus que des pistes, pour leur solution. D'abord, on peut se demander pourquoi diable les physiciens ont inventé ce postulat de projection. Et ils l'ont inventé parce qu'il y avait des expériences qui faisaient qu'ils en avaient besoin. Et ces expériences, c'est des expériences dans lesquelles on voit la trajectoire des particules dans une chambre à bulles. Donc les premières expériences, c'est la chambre à bulles de Wilson en 1911. Et considérant ces expériences et le fait, par exemple, que quand vous avez une source de radium, vous voyez des trajectoires en étoile à partir de la source, eh bien, Einstein avait soulevé le problème en disant, donc c'est des propos rapportés par Born, que radioactive sample emits alpha particles in all directions. They are made visible by the method of the Wilson cloud chamber. Now, if one associates a spherical wave with its emission process, how can one understand that the track of each particle alpha appears as a very nearly straight line? Donc on voit ici la contradiction entre l'onde sphérique prédite par la mécanique quantique et l'existence de trajectoires plastiques qui brisent la symétrie de cette onde et qui font qu'une particule donnée a une trajectoire donnée. Et donc à ce problème soulevé par Einstein, Born avait la solution qui disait ben, j'applique les postulats de la physique quantique et quand j'observe une bulle, ça réduit la fonction d'onde de ma particule qui n'est plus dans toutes les directions, mais qui est obligé de se localiser au voisinage de la bulle qui vient d'apparaître. Et il en déduisait que ensuite on obtient des paquets d'ondes qui forment des rayons, donc des lignes droites correspondant au caractère corpusculaire de la matière.
Alors, c'était l'idée de la projection, c'était encore un peu flou, ça ne dit pas forcément pourquoi la suite des projections produit une trajectoire classique. Et ça, en fait, c'est Mott qui a regardé le problème un peu plus en profondeur dès 1929, et il a montré qu'une particule donc soumise à des observations répétées suivait effectivement, non seulement était localisée par la projection, mais allait suivre les trajectoires classiques. Et je pense que c'est la première fois où, de façon bien formalisée, on a réalisé que bien, le couplage avec l'environnement des particules impliquait l'apparition de trajectoires classiques conformes aux équations de Newton. Et donc, des expériences, en ce sens, les expériences récentes des cohérences n'ont rien inventé. Elles se sont appliquées dans un contexte où, au lieu de se contenter d'observer des particules, on a construit un appareil de mesure qui a permis d'observer la décohérence dans une mesure comprise à un niveau microscopique très détaillé. Voilà, donc maintenant, je vais passer à la description de l'expérience et un peu pour situer ce que je vais dire par rapport à ce qu'a dit Elliot. J'ai résumé un peu les différents éléments essentiels d'une expérience qu'on pourrait qualifier de pensée dans un premier temps sur la théorie quantique de la mesure, mais vous allez voir qui est devenue une expérience réelle. Donc, dans laquelle on suppose qu'on prépare des états parfaitement connus de deux systèmes quantiques, dont l'un sera le système à mesurer et l'autre l'appareil de la mesure. Puis, on les fait interagir. Donc, faut voir qu'il y a déjà une interaction avec le monde extérieur quand on prépare ces particules. Disons que la préparation est parfaite et les particules sont dans un état pur. Puis, on isole le système, on fait interagir les particules, l'équation de Schrödinger, l'évolution unitaire, conduit à l'apparition d'un état intriqué, donc des états où apparaissent des corrélations quantiques entre les deux particules, et qui vont être au cœur du modèle de la mesure qu'on va utiliser, puisqu'on va dire qu'on va apprendre des choses sur l'appareil, sur le système A, en mesurant les probabilités de quelque chose sur le système B, et en tirant avantage des corrélations qui existent dans cet état intriqué. Et puis, donc ça, c'est essentiellement ce que Elliot vous a présenté, comment intriquer les deux niveaux d'énergie d'un atome avec deux états du champ qui ont une phase différente. Et montrer qu'effectivement, on arrive à préparer cet état superposition. Alors aujourd'hui, maintenant, on va se focaliser sur comprendre et expliquer un peu plus en détail le mécanisme de décohérence dont Elliot a donné le résultat, qui est que la décohérence, ça va d'autant plus vite que les deux composantes du chat sont plus séparées, en introduisant la fameuse distance grande entre les deux composantes du chat. Donc là, on va formaliser ça en introduisant donc un modèle de dissipation et ensuite les résultats de mesures macroscopiques tels qu'ils sont accessibles à l'expérimentateur. Et donc, on va plutôt se focaliser sur ce grand cercle rouge dans mon exposé. Et donc, on va construire avec l'expérience, pas à pas, les différents éléments de ce schéma. Donc, les parties essentielles hein, de mon exposé vont s'articuler d'abord par l'introduction du concept de décohérence dans le contexte de la mesure tel qu'introduit par Wojtek Jurek dans les années 90, puis la réalisation expérimentale, et là j'expliquerai un peu plus ce qu'on a fait dans l'expérience de 2008 où on a fait effectivement une tomographie complète d'un état de Schrödinger et des mesures très quantitatives de sa décohérence. Ensuite, j'évoquerai les conséquences donc, de la décohérence à l'aide d'un modèle précis et quantitatif. Et donc, je discuterai des conséquences pour la théorie de quantique de la mesure. Et enfin, j'évoquerai les impacts pour d'autres champs que celui des atomes de Rydberg-gravité, en particulier les qubits supraconducteurs, qui, dans le développement, a beaucoup reposé sur ce qui a été fait avec des atomes et des photons micro-ondes dans les cavités. Donc le problème du chat Schrödinger a été rendu populaire hein, par peut-être ce cartoon que vous avez déjà vu, qui illustrait un article de Physics Today de 1991, dans lequel Zurek discutait du problème de la transition
entre monde quantique, monde classique, en dessinant une frontière quelque part et en présentant un problème unresolved. Alors, c'est écrit un peu petit ici, mais en gros, lui, il parlait du passage de l'équation de Schrödinger à l'équation de Newton. Bon, en filigrane, Mott avait déjà compris des choses dans ce contexte-là. Alors, ce modèle s'applique donc au problème du chat de Schrödinger que je rappelle ici aussi très brièvement, de nouveau pour me focaliser sur le point qui va être important pour nous. Donc, vous prenez un chat, vous prenez un atome radioactif, vous avez une chaîne un peu diabolique d'appareils de mesure qui lie le destin du chat à celui de l'atome. Et l'important ingrédient, c'est que vous ne vous contentez pas de faire ça, mais vous supposez que vous mettez ça dans une boîte et que la boîte est parfaitement isolée du monde extérieur. Et donc, si vous faites ça, vous dites, ben, dans la boîte, il n'y a que l'équation de Schrödinger qui agit, et donc je vais avoir un chat de Schrödinger. Et puis, l'étape suivante, c'est quand j'ouvre la boîte, je sais bien que je ne vais pas trouver un chat de Schrödinger, mais le chat sera soit mort, soit vif. Et donc, la formulation la plus précise de ce problème du chat, c'est de savoir, mais à quel moment ça s'est passé? Est-ce que c'est au moment où je regarde? Est-ce que c'est par mon esprit que je réduis la fonction d'onde? Non, j'aime pas trop cette interprétation. Ou est-ce que la physique s'est déjà passée avant? Et on va voir qu'il y a une physique qui se passe avant et qui repose sur le fait que quand on considère que le système est parfaitement isolé, ben, c'est une hypothèse qui n'est jamais vraie dans la réalité, et donc il se passe toujours quelque chose avant d'ouvrir la boîte à cause du couplage inévitable de ce qu'il y a dans la boîte avec l'environnement de la boîte. Et donc, bon, ici, j'ai simplement remplacé les cartoons par quelque chose d'un peu plus précis pour le reste, la suite de la discussion, où je vais considérer donc un processus où, comme l'a dit Elliott tout à l'heure, un atome préparé dans une superposition de deux états E et G, suite à une évolution, là qu'on va supposer purement hamiltonienne, se trouve dans un état intriqué, type Schrödinger, où l'état de l'atome va être corrélé à deux positions de l'aiguille dans un appareil de mesure. Et vous avez deviné que les deux positions de l'aiguille, il s'agissait de la phase du champ d'un objet quasi classique stocké dans la cavité, qui est un petit état quasi classique, ou état cohérent, ou état de Glauber, hein, qui va encoder l'état de l'atome. Et donc, quel est le problème qu'on pourrait voir avec cet état? Eh bien, c'est qu'il appartient à l'ensemble des états possibles prédits par la physique quantique, mais il n'est jamais observé. Donc, on a l'impression qu'il y a trop d'états dans l'espace de Hilbert de la physique quantique. Et l'importance de la contribution de Zurek, ça a été d'introduire une notion qui est la notion d'état pointeur, de pointer states, qui nous dit, qui est l'idée que si on introduit explicitement dans le modèle la dissipation, il y a des états qui vont être privilégiés par la forme du couplage à l'environnement. C'est eux qu'on appelle les pointer states. Et en fait, on peut dire que ça donne une définition à qui sont les états classiques, et donc qui sont les états qui sont autorisés à exister, par opposition à l'état Schrödinger, qui n'est pas un pointer state et qui ne va pas être autorisé à exister du fait de l'existence du couplage à l'environnement et de la décohérence. Donc nous, ben, on a effectivement essayé de fabriquer un état comme ça, un appareil de mesure qui se comporte de cette façon, et essayer d'explorer la transition donc entre le comportement microscopique quantique, le comportement macroscopique soumis à la décohérence. Alors maintenant, je vais revenir à l'expérience pour montrer qu'est-ce qu'il a fallu faire pour aller au-delà de ce qui a été présenté par Elliott. Et en gros, ce qu'il a fallu faire, c'est travailler, bon, je n'ose pas dire travailler dur, mais c'est quand même ce qu'on a fait, pour améliorer les performances de la cavité. Donc là, vous avez l'évolution au cours du temps, hein. La première cavité dans cette expérience a été réalisée en 1994 et c'est en 2006 qu'on a eu les meilleures cavités qui nous ont permis de faire les expériences permettant de mesurer de façon non destructive des photons dans la cavité, d'observer les sauts quantiques de la lumière et de mesurer les fonctions de Wigner que Elliott vous a déjà présentées. Alors pourquoi c'est difficile? Eh ben, c'est difficile parce que dans la cavité, on veut mettre des atomes
Attendez, je vais la présenter ici. Voilà, dans cette cavité, on a besoin de placer des atomes de Rydberg circulaires. Et les atomes de Rydberg circulaires, ils ont besoin qu'on leur applique un champ électrique. Et puis quand ils traversent la cavité qui forment un interféromètre de Ramsey avec la préparation d'une superposition cohérente à l'extérieur de la cavité et la sonde à l'extérieur, il faut être capable de propager des superpositions d'états atomiques à travers la cavité. Et si vous avez un tout petit espace entre les miroirs de la cavité, les atomes sont très proches du bord des miroirs, il y a des champs électriques incontrôlés et l'interféromètre de Ramsey a un contraste nul. Donc il faut séparer les miroirs et ça rend difficile la réalisation de cavités. Il faut savoir qu'une cavité fermée, directement, si le niobium qu'on utilise est pur, elle a des facteurs de qualité de 10 puissance 10 à 10 puissance 11. Dès qu'on sépare les miroirs, la diffraction sur le bord des miroirs compte et il faut maîtriser parfaitement la rugosité des miroirs et la qualité du niobium dans la surface. Alors ça a été fait en utilisant non pas du niobium massif, mais des miroirs en cuivre, dont l'état de surface est usiné avec une qualité optique, sur lesquels on dépose du niobium tout en préservant la qualité optique. Et c'est cette technique de splattering de niobium sur du cuivre qui a permis de passer de cavités dont les facteurs de qualité allaient jusqu'à 10 puissance 8 à atteindre 10 puissance 10. 10 puissance 8, c'était la limite en fait du niobium massif. Le niobium massif, on n'arrive pas à le polir aussi bien que du cuivre, et donc ça marche beaucoup moins bien. Bon, je ferme cette parenthèse technique sur la réalisation des cavités. Et donc, voilà les résultats qui ont tout de même été obtenus avec ces cavités en niobium massif, qui avaient un temps de stockage des photons de 160 microsecondes. C'est ce qu'Eliott vous a montré, la préparation de ces petits chatons de Schrödinger en 1996. Si je saute en 2006, 2007, 2008, eh bien, ces nouvelles cavités nous ont permis d'observer, donc de réaliser une mesure quantique non destructive du nombre de photons présents dans la cavité et d'observer donc une projection progressive de l'état d'un champ initialement quasi classique, avec un nombre de photons mal déterminé, vers un nombre de photons donné, ici, et puis une première manifestation, alors ici je ne vais pas dire de la décohérence, mais de la dissipation dans la cavité, la perte d'énergie due à la diffraction, par exemple, résiduelle sur le bord des miroirs, qui fait que quand on observe 5 photons, et ben, dans cette réalisation 100 millisecondes, on observe un saut quantique, 5 sautent vers 4, puis 3, 2, 1, jusqu'à ce que la cavité soit finalement vide. Donc ça, c'est un effet, disons, c'est l'observation sous forme de saut quantique discret de l'amortissement du champ dans la cavité, qui n'est rien d'autre que la constante de temps d'amortissement de l'énergie dans n'importe quelle cavité. Et si on moyenne un grand nombre de trajectoires à saut quantique aléatoire comme ça, on retrouve la décroissance exponentielle de l'énergie de la cavité. Et en fait, on a besoin de rien de plus que de modéliser cette chose-là pour comprendre la décohérence du chat de Schrödinger et pour observer, disons de façon plus précise, l'état chat de Schrödinger dans la cavité en faisant sa tomographie comme on a fait en 2008. Donc je vais sauter maintenant tout de suite en 2008 en vous parlant pas des étapes intermédiaires pour commenter un peu plus ce qu'on voit sur ces fonctions de Wigner dans l'état chat de Schrödinger. Alors, je vous rappelle brièvement la méthode de préparation de l'état Schrödinger que Elliott a déjà introduite. Toute l'astuce consiste à contrôler une caractéristique macroscopique ou quasi classique du champ, ici sa phase, en le contrôlant avec un système microscopique, ici un seul atome. Alors, le principe est simple, on suppose que l'atome E déphase le champ d'une quantité phi0, G moins phi0. Dans le régime dispersif d'interaction avec la cavité, les déphasages sont opposés. Ce qui est extraordinaire ici, c'est qu'un seul atome arrive à faire un déphasage macroscopique. Donc les déphasages que vous avez vus sur la figure d'Elliott étaient de l'ordre de 45 degrés. En 2008, le temps d'interaction des atomes était suffisant pour qu'un seul atome produise un déphasage de pi sur 2, donc plus ou moins pi sur 2 du champ dans la cavité, pour faire vraiment les deux états les plus séparés possibles lorsque on déphase un état du champ. Et ça, c'est dû au dipôle exceptionnel des atomes et au fait qu'on a le droit de se placer très proche de résonance. Donc on est dans le régime dispersif, mais on a le droit en fait d'aller très près de résonance dans cette expérience.
Et puis, on passe de ce qui se passe pour un atome soit dans E, soit dans G, un atome à la fois dans E et G en lui appliquant une impulsion pi sur 2, qui prépare l'état Schrödinger euh, dont vous avez, dont vous a parlé Elliott. Et donc, l'aspect mesure ici, c'est que la phase du champ, un phi 0 ou moins phi 0, pointe, c'est un pointeur, un appareil de mesure de l'état atomique. Alors, pour caractériser l'état chat et mesurer sa fonction de Wigner, eh bien, d'une certaine façon, on va se débarrasser de l'intrication. Hein. On veut préparer un état du champ seul, et là, on ne va pas s'intéresser à l'intrication entre atome et champ. Donc, ce qu'on fait pour ça, partant de l'état chat qui est écrit là, on va un peu plus loin, on ferme l'interféromètre de Ramsey et on regarde quel est le nouvel état du champ lorsqu'on projette l'atome soit sur E, soit sur G, après avoir fermé l'interféromètre. Et il se trouve que cet atome, quand on lui applique l'impulsion pi sur 2, E devient E plus G, G devient E moins G. Et donc, si on garde que la composante E, en détectant E, eh bien, on va avoir une contribution des deux parties de l'état chat. Et si je mesure l'atome dans un état donné, là, je me débarrasse de l'intrication, l'état de l'atome devient certain, et je ne garde que l'état du champ corrélé à cet état de l'atome. Donc, par exemple, E détecté me donne le chat plus, et G détecté me donne le chat moins. Alors, ces états, qu'on appelle aussi chat pair et chat impair, ne contiennent que des états pairs ou impairs de nombre de photons si le déphasage par photon atteint pi sur 2, comme c'est possible dans l'expérience. Et puis, à partir de cet état, eh bien, on va faire un grand nombre de mesures. Alors là, je ne vais pas vous donner tous les détails parce que ça deviendrait un peu technique. Mais en gros, une fois qu'on a préparé un état chat, on mesure son nombre de photons. Et puis, on répète un grand nombre de fois cette mesure. Et éventuellement, on la répète après avoir modifié l'état du champ dans la cavité en lui appliquant ce qu'on appelle un opérateur déplacement, qui est écrit ici, qui consiste juste à mettre une petite impulsion de champ classique. Donc, on fait beaucoup de mesures de comptage de nombre de photons après injection d'un champ de déplacement. Et à partir de ces résultats de mesure, on connaît la formule qui donne la probabilité de ces mesures en fonction de la forme de l'opérateur densité du champ dans la cavité. Et donc, on fait une détermination de l'état en cherchant l'opérateur densité le plus probable étant donné tous les résultats de mesure qu'on a eu. Donc on utilise un algorithme de reconstruction de l'état qui s'appelle soit max-ent, qui veut dire maximum entropie, soit max-light, qui veut dire maximum probabilité, qui trouve l'état le plus probable étant donné le nombre de mesures. Si vous avez fait assez de mesures, eh bien, il n'y a plus d'ambiguïté sur cet état le plus probable. Et puis après, une fois qu'on a l'opérateur densité, comme l'opérateur densité, c'est pas très facile à représenter, on préfère utiliser ce qu'on appelle la fonction de Wigner, donc qui se fabrique à partir de l'opérateur densité de l'atome. Par cette formule que je ne veux pas commenter, il y a plusieurs formules de la fonction de Wigner. Il y en a qui ressemblent à une transformée de Fourier des éléments de matrice de l'opérateur densité. Ici, c'est la valeur, on aime bien celle-là parce que c'est la valeur moyenne d'une observable, ici c'est la parité du nombre de photons, cet observable, et puis c'est la parité déplacée qu'on mesure pour trouver la fonction de Wigner. Peu importe, la fonction de Wigner, quand on la représente en fonction des variables x et p, qui correspondent aux deux quadratures de l'amplitude du champ alpha, eh bien c'est une quasi-distribution de probabilité qui a des pics, des maximums, en fait, qui sont le témoin des deux composantes quasi-classiques du champ. Donc, si le chat était non cohérent, sans superposition cohérente, en fait, il n'y aurait rien entre les deux pics, il y aurait juste deux bosses gaussiennes, qui sont la représentation de Wigner de deux états quasi-classiques indépendants en mélange statistique. Dans l'expérience, hein, on avait introduit pour cette expérience deux photons dans la cavité et la distance caractéristique de la distance entre ces deux gaussiennes, c'est la taille du chat, valait 7,5 photons si on la met dans cette unité. Et puis, la deuxième chose, c'est les oscillations qu'il y a entre ces deux pics, où la fonction de Wigner prend des valeurs négatives. Alors, ceux qui sont familiers avec la fonction de Wigner savent que quand la fonction de Wigner est négative, eh c'est un signe de caractéristique quantique de l'état. Ici, c'est un signe d'avoir de la préparation de l'état Schrödinger avec une cohérence entre les deux gaussiennes de la fonction de Wigner. Si on projette verticalement cette représentation en trois dimensions, en fait, on voit qu'il y a des franges, il y a des oscillations entre les deux composantes classiques du champ qui sont vraiment
le témoin de la préparation d'un état Schrödinger. Et donc, c'est en regardant comment s'amortissent ces interférences qu'on a dans cette expérience fait une nouvelle mesure du processus de décohérence. Alors, avant de vous montrer le résultat de la mesure, je vais vous montrer une petite vidéo, puisqu'on a mesuré suffisamment de fonctions de Wigner à des instants différents après la préparation du chat pour observer, pour finalement enregistrer un film de la décohérence de l'état Schrödinger. Vous voyez que l'échelle de temps va être de quelques dizaines de millisecondes, qu'on est parti d'un état où il y avait beaucoup d'oscillations au début, et puis ce qui se passe entre les deux, donc le point rouge qu'a mentionné Elliot tout à l'heure, disparaît progressivement et devient remplacé par du bruit. Alors effectivement, il y a un peu de bruit, hein, l'expérience n'est pas parfaite, mais on voit que si on essaye quantitativement de mesurer le contraste des oscillations entre les deux bosses, eh bien, une fois que la décohérence s'est passé, voilà, je vais arrêter le film au début. Au début, vous voyez que les franges étaient très visibles et qu'elles ont disparu au cours du temps. Donc, cette mesure de la décohérence, maintenant, mon but, ça va être de l'interpréter avec un modèle quantitatif où je vais introduire la dissipation d'énergie dans la cavité, qui est l'origine physique de cette décohérence. Donc, l'environnement ici, eh bien, on va dire que c'est, par exemple, les parois des miroirs qui ont une conductivité qui est finie, bien qu'ils soient supraconducteurs, hein. Il y a toujours des imperfections et des défauts qui donnent une résistivité finale. Et donc, ça, c'est un processus qui, au niveau microscopique, va faire disparaître les photons dans la cavité. Et si on formalise donc l'amortissement d'un champ dans la cavité, eh bien, on arrive à ce qu'on appelle une équation pilote dans laquelle l'évolution du champ dans la cavité eh bien, dépend de l'opérateur densité du champ à un instant donné et d'opérateurs A et A3 qui sont les opérateurs de création et d'annihilation du nombre de photons dans la cavité. En fait, cette équation pilote est caractéristique d'un processus dissipatif où les opérateurs élémentaires responsables de la dissipation sont l'opérateur A, qui est l'opérateur qui fait disparaître un photon dans la cavité. Et en fait, on a un formalisme euh, automatique qu'on peut mettre en place. Quand on connaît les opérateurs de saut, on peut en déduire l'équation pilote et réciproque. Donc, l'amortissement de l'énergie dans la cavité, on sait parfaitement écrire l'équation pilote qui gouverne cette évolution. Et il n'y a qu'un seul paramètre dans cette équation, c'est le temps d'amortissement de l'énergie dans la cavité. Et on a besoin de rien de plus pour obtenir le résultat qui a été annoncé par Elliott, qui est que le temps de décohérence est de l'ordre de grandeur du temps de stockage des photons dans la cavité divisé par le nombre de photons ou par la taille du chat Schrödinger. Alors, je voudrais donner une image physique simple hein, qui fait sentir que c'est bien, qu'il y a bien cette dépendance en 1 sur n du temps de décohérence du champ dans la cavité, en regardant tout d'abord la probabilité, enfin comment évolue un état quasi classique sous l'effet de la dissipation d'énergie. Et puis, je vais faire un modèle de l'environnement qui va être un modèle très simple. Donc, pour l'instant, je n'ai pas d'atome, j'ai juste la cavité qui contient le champ qui sert d'appareil de mesure. Et puis, je dis que toutes les paires de la cavité, au lieu d'être distribuées sur la surface des miroirs, j'ai un petit trou à l'intérieur du miroir et la cavité fuit dans un environnement. Et je vais considérer que l'environnement, c'est de nouveau une cavité, mais très, très grande. Donc, elle est tellement grande que quand les photons arrivent dans cette cavité, ils ne vont jamais revenir dans la première. Dans cette cavité, une caractéristique extraordinaire et très importante des états quasi-classiques, c'est que le résultat de l'évolution sous l'effet de l'équation pilote que je vous ai montré est très simple. L'état cohérent, qui a une certaine amplitude alpha de 0 à l'instant initial, si elle est couplée à un environnement dans le vide, va s'amortir en restant cohérent. Donc l'état reste pur et simplement, il apparaît dans l'environnement un état qui n'est pas n'importe quoi, qui est aussi un état quasi classique. Donc cette évolution très simple nous permet de décrire la décohérence uniquement en termes d'état quasi classique, aussi bien dans la cavité où il y a l'état alpha que dans l'environnement où il apparaît au cours du temps un petit état quasi classique d'amplitude bêta de t, qui part de zéro et qui croît doucement. Et l'évolution alpha de t, eh bien,
on la trouve avec la physique classique, c'est l'amplitude complexe du champ qui s'amortit exponentiellement avec un temps t cap. Et donc, excusez-moi, là, je pense qu'il manque un petit facteur 2, c'est pas très grave. Et donc, vous voyez qu'on sait tout à partir du moment où on sait qu'un état quasi classique reste quasi classique. On a explicitement les amplitudes de ces différents états. Et donc, la propriété importante qui apparaît ici pour les états quasi classiques, c'est qu'il n'y a pas d'intrication avec l'environnement pour un état quasi classique. Et en fait, on pourrait dire que ça, c'est même la définition d'un état quasi classique. Et ici, on le trouve comme conséquence de la forme de l'équation pile. Alors maintenant, ben, on va passer à la situation un peu plus compliquée où ce qui va se coupler à l'environnement, c'est pas juste l'état alpha, c'est soit plus alpha, soit moins alpha, les deux états, les deux composantes du chat. La mécanique quantique est linéaire, donc je considère le cas alpha plus, il va rayonner un champ bêta plus dans l'environnement. L'état alpha moins va rayonner un état bêta moins. Tous mes états sont des états purs. Je prends une superposition d'états chez Schrödinger au départ. Elle va devenir cette superposition où la composante alpha du chat bah, fuit dans l'environnement. Et la composante alpha moins fuit avec deux champs bêta qui reflètent la même phase que les champs qui en sont la source. Donc vous voyez apparaître ici le fait que une information sur quelle est la phase du champ alpha commence à fuir dans l'environnement. Et donc ça veut dire que d'une certaine façon, la présence de l'environnement permet au chat de diffuser dans le monde extérieur une information sur sa phase. Et on voit bien que ça ne va pas pouvoir durer très longtemps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une information sur la phase du champ est codée dans l'environnement, le chat dans la cavité n'est plus un chat, mais va devenir un mélange statistique. Et à partir de quand ça se passe, eh bien, le mélange statistique apparaît dès lors que les deux composantes dans l'environnement, bêta- et bêta-, deviennent orthogonales. Combien de temps ça prend? Eh bien, en fait, les états quasi classiques ici sont orthogonaux si les cercles d'incertitude qui sont représentés là, qui représentent les fluctuations du vide, ne se recouvrent plus. Les fluctuations du vide, la dimension typique de ce cercle, c'est 1. Et donc, le temps qu'il faut pour voir apparaître la décohérence, c'est le temps qu'il faut pour voir apparaître un photon dans l'environnement, qui va déjà permettre de discriminer entre ces deux phases, sachant qu'il y en a de l'ordre de n dans l'état initial. Et c'est comme quand vous allez à la pêche, s'il y a n poissons dans la rivière, vous avez n fois plus de chances d'en attraper un au bout d'un temps fini. Eh bien, les photons, s'il y en a beaucoup dans la cavité, au bout d'un certain temps t donné, vous avez n fois plus de chances d'en avoir perdu un que s'il y en avait un seul. Et donc, la vitesse de décohérence du chat est liée au fait qu'un état à n photons rayonne un seul photon beaucoup plus vite qu'un état à un photon dans la cavité. Et donc, on peut mettre maintenant des chiffres très précis en calculant explicitement la forme de bêta. Je ne vais pas faire ce calcul ici. Et on va trouver cette expression exacte donc du temps de décohérence de T sur D2, où D est la distance entre les deux composantes du chat. Et donc, à la limite d'état macroscopique, la distance tend vers l'infini, et le temps de décohérence devient tellement court qu'on n'a plus aucune chance d'observer un chat, et on sait bien que quand on va ouvrir la boîte pour regarder l'état de Schrödinger, en fait, il aura déjà disparu à cause de ce processus de décohérence si on est dans un régime macroscopique. Et finalement, ici, je vous présente le résultat qui est l'analyse quantitative de l'évolution hein, de la fonction de Wigner au cours du temps, le petit film que je vous ai montré tout à l'heure. On voit que maintenant, si on base l'analyse non pas sur des corrélations à deux atomes qui sont juste une vision partielle d'un seul aspect du chat de Schrödinger, si on se base sur la tomographie complète de l'état pour extraire le contraste des franges qui mesurent la cohérence du chat, maintenant, on trouve une décohérence, il y a bien une forme exponentielle, et on trouve un temps de décohérence en parfait accord avec ce qu'on attend dans la théorie, c'est la ligne noire, qui tient compte en plus de la dissipation d'énergie du fait que la cavité n'est pas au zéro absolu, et qu'il y a non seulement une décohérence à cause de l'amortissement, mais aussi à cause de l'apparition de photons thermiques, des photons du corps noir, qui sont non négligeables à cette température. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais dire sur l'expérience et l'observation la plus fine qu'on a pu faire d'un état de Schrödinger en mesurant sa fonction de Wigner. Alors je voudrais conclure avec quelques remarques générales
sur l'origine physique de la décohérence, donc qui est vraiment la perte d'informations dans l'environnement, et le fait que quand on regarde dans la boîte où se trouve un chat de Schrödinger, c'est pas l'expérimentateur qui tue le chat. Si on a un vrai chat macroscopique, le chat est devenu soit mort, soit vif, parce que l'environnement l'a observé bien avant l'observateur. Et on sait toujours, si on allait regarder l'environnement, on pourrait toujours savoir dans quel état est le chat, et donc la cohérence a disparu. En gros, c'est l'environnement qui regarde pour vous avant que vous ouvriez la boîte. Et donc, on peut dire que la projection de la fonction d'onde, qui donne un résultat ou un autre, mais pas une superposition des deux, eh bien, c'est un peu une façon raccourcie de raconter tout ce qui peut se passer dans la boîte, sans avoir besoin de faire un modèle ad hoc de décohérence pour tout appareil de mesure, ce qui n'est pas facile. Alors, est-ce que ça résout ce qu'on appelle le problème? J'ai perdu Michel. Ouais, moi aussi, je l'ai perdu. Moi aussi. Philippe, toi, tu as son numéro, il me semble, tu peux peut-être l'appeler? Ah, Je vais essayer de Il est faire ça. revenu, c'est bon, c'est bon, Michel c'est bon. est revenu. Ok. Par contre, il faut désactiver ton micro, Michel. Dans... Enfin, il faut que tu actives ton micro plus. Oui, oui, il faut que j'active, Ouais. d'accord. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, le problème de la mesure, bon, ça n'explique pas effectivement que il y ait des sauts quantiques et que les résultats sont fondamentalement aléatoires. Par contre, quand même, le résultat positif, c'est que ça introduit un processus physique qui va vous dire quels sont les états classiques. Quels sont les états classiques. Si vous vous souvenez des postulats de la mesure et de ce que disaient les fondateurs de la physique quantique, en fait, ils postulaient les appareils de mesure sont des appareils classiques, et même si on ne le dit pas explicitement comme ça, il postulait d'abord ça avant de dire et les résultats vont être probabilistes. En fait, ici, ce qu'on aime bien, c'est qu'on a une définition de qui sont les états classiques et qui sont les états quantiques, qui n'est pas juste notre intuition, mais qui repose sur ce qu'on appelle les états pointeurs, qui sont eux-mêmes euh, introduits par la décohérence. Je crois que je suis sur le bon micro. Vous m'entendez quand même correctement? Oui, oui, on t'entend correctement. Oui, D'accord, d'accord. Bon, alors donc ces fameux états pointeurs, j'insiste un peu dessus parce que c'est eux qui ont été introduits par Jurek dans son modèle de la décohérence. Et le modèle que j'ai donné sur le champ qui s'amortit dans la cavité, en fait, permet de définir dans ce cas-là les états pointeurs comme les états les plus robustes vis-à-vis de l'intrication par rapport à l'environnement. Alors, dans le cas d'un champ qui s'amortit, on avait un calcul exact d'un état qui restait pur au cours du temps. Bien sûr, dans la plupart des autres systèmes, les états ne seront pas forcément purs et pas aussi nettement définis que les états classiques, mais c'est quand même un bon critère pour définir les états pointeurs d'un système donné. C'est ceux qui résisteront le plus à l'intrication avec l'environnement, et les états cohérents ne s'intriquent pas avec l'environnement quand ils s'amortissent. Donc l'autre chose qui sort une fois qu'on a défini ces états pointeurs, c'est que ça définit une base privilégiée dans laquelle, alors là je viens peut-être un peu plus technique, l'opérateur densité qui décrit le champ dans la cavité va devenir diagonal. Alors un opérateur densité, c'est compliqué, mais un opérateur densité diagonal, c'est simple, on aime bien ça parce que c'est comme une distribution de probabilité classique. Parce qu'il n'y a que de la diagonale, tous ces nombres sont des probabilités d'avoir l'état correspondant. Et donc, ça nous dit comment, la décohérence nous dit comment, en partant d'un opérateur densité qui a des cohérences, on passe, pas dans n'importe quelle base, dans la base privilégiée des états pointeurs, à des états, à un mélange statistique complètement décrit par des probabilités et pas par des amplitudes de probabilité.
Donc, cette notation d'état pointeur nous permet de faire apparaître ça. Et donc, la décohérence, bah, c'est un processus physique qui introduit ces états pointeurs et qui introduit cette base privilégiée dans laquelle l'opérateur densité devient diagonal, sachant que les éléments de matrice non diagonaux s'amortissent infiniment plus vite que l'énergie stockée dans la cavité. Alors, l'échelle de temps de la décohérence, ici, maintenant je vais sortir un peu du cadre de la décohérence pour faire le lien avec la notion de décohérence dans d'autres systèmes. Et je voudrais lever une ambiguïté qui est un peu une ambiguïté de vocabulaire, qui est que le terme décohérence a été introduit essentiellement par Zurek dans le contexte de la théorie de la mesure, et ensuite a été utilisé par tout le monde dès qu'il y avait de la dissipation. Alors, la décohérence dans le contexte de la mesure, c'est quand même un peu plus que juste la dissipation d'un spin admis, où en gros, on a deux paramètres, pas tout à fait indépendants, mais presque, T1 et T2, qui décrivent l'amortissement des populations et l'amortissement des cohérences dans un système à deux niveaux. Alors, la décohérence, si on revient à un opérateur de densité, ça ressemble à un système à deux états si je représente le chat, mais en fait, on est dans un espace beaucoup plus grand. On est dans un espace beaucoup plus grand et les deux constantes de temps que j'ai introduites, qui sont la constante de temps d'amortissement de la cavité et la constante de temps de décohérence, ne sont pas du tout deux paramètres indépendants. Ils sont liés l'un à l'autre par un paramètre qui est le nombre de photons et qui nous dit à quel point le chat est macroscopique. Donc, bon, même si actuellement on parle de décohérence dès qu'il y a de l'amortissement, il faut garder en tête que dans le contexte de la mesure quantique et de la décohérence introduite par Zurek, il y a plus, je pense, dans ce modèle que deux paramètres indépendants, amortissement des populations et amortissement des déphasages, qui sont les deux points essentiels pour comprendre l'amortissement des systèmes dans le domaine du traitement quantique de l'information et du calcul quantique. Et donc, bon, c'est ce que je viens de dire, hein, la décohérence fait intervenir dans le contexte de la mesure la taille du système, ce qui n'est pas le cas dans le cas d'un spin. Alors, l'impact sur les autres champs, et je vais conclure là-dessus, en prenant l'exemple des qubits supraconducteurs. Donc, les qubits supraconducteurs ont fourni un merveilleux système expérimental qui permet d'intégrer sur une puce tout ce qu'on faisait avec des cavités dont les tailles étaient centimétriques et des atomes de Rydberg qui n'étaient pas centimétriques, mais qui étaient des objets compliqués qui se propagent sous vide, il faut un jet atomique, etc. Et donc, les gens des circuits supraconducteurs, en utilisant des jonctions Josephson et des capacités, ont été capables de fabriquer ce qu'on appelle des atomes artificiels. Un des plus fameux, c'est ce qu'on appelle le transmon, qui se comportent comme des atomes à deux niveaux, et qui, si on les met avec un couplage capacitif avec une cavité, ici un résonateur stripline avec une structure planaire, eh bien, on réalise une version miniature sur chip de tout ce qu'on a fait avec des grosses cavités et des atomes de Rydberg circulaires, et avec des ordres de grandeur sur le couplage qui sont complètement différents, puisqu'on parle ici de dizaines à centaines de mégahertz, alors que dans nos cavités, on est plutôt à quelques dizaines de kilohertz. Et donc, il se trouve que ces systèmes ont été développés avec une grande efficacité, en particulier les progrès sur les temps de cohérence de ces systèmes sur une quinzaine d'années ont été phénoménaux, de sorte que, au cours du temps, eh bien, ils sont devenus, avec un facteur de mérite aussi bon, voire supérieur à celui des atomes de Rydberg en cavité. Ici, ce que j'appelle le facteur de mérite, c'est le nombre de périodes de Rabi que je peux faire sur le système à résonance pendant le temps d'amortissement du système. Donc, avec les atomes circulaires, on est à peu près à 500. Circuit QED en 2020 était plutôt à 1000. Et ça veut dire que les atomes artificiels étaient devenus pratiquement aussi bons que les atomes réels et que la faculté d'intégration des atomes artificiels sur une puce ne permettait plus en fait à ces atomes de Rydberg d'entrer en compétition. Et donc, il se trouve que nous avons arrêté plus ou moins à ce moment-là les expériences sur les atomes de Rydberg en cavité pour passer à des expériences de simulation quantique. Alors, je vais peut-être sauter ce transparent, mais il disait que les états Schrödinger étaient tout de même utiles dans le contexte de circuits de QED, car ils sont utiles à la correction d'erreurs quantiques.
l'ennemi du calcul quantique, c'est les erreurs, et la façon de les combattre, c'est de faire des codes correction d'erreurs. Eh bien, il y a des physiciens qui finalement ont fondé une startup qui s'appelle Alice et Bob, qui ont proposé de coder les états logiques de qubits supraconducteurs sur des états quasi classiques, plus alpha et moins alpha. Et donc, les superpositions d'états qu'on est amené à manipuler dans un calcul quantique deviennent des états Schrödinger. On pourrait se dire, mais c'est un choix particulièrement mauvais parce que la décohérence est d'autant plus rapide qu'on a un chat. En fait, l'intérêt qu'on a, c'est qu'on dissymétrise en fait avec ce système deux types d'erreurs, ce qu'on appelle le bit flip et le phase flip. Et le bit flip, ça correspond à avoir une erreur qui vous fait confondre plus alpha et moins alpha. Et vous voyez que ça, c'est très difficile si les alpha et moins alpha sont très séparés. Donc, il ne reste plus que les phases flip. Et ça, la correction d'erreur quantique, quand elle corrige qu'une seule type d'erreur, c'est beaucoup plus facile à faire. Et donc, c'est comme ça qu'ils espèrent surmonter les limites de la décohérence dans ce système. Donc, finalement, nous, on s'oriente plutôt vers la simulation quantique que du calcul quantique. Des systèmes de speed and me, où l'idée, c'est de fabriquer une matière quantique artificielle en prenant des atomes un par un. Dans notre cas, ce sera des atomes de Rydberg circulaires, et en contrôlant parfaitement leurs interactions pour faire des simulations quantiques de systèmes de speed. Et donc, c'est mon dernier slide qui fait la transition avec ce que David va vous présenter. Les simulateurs à atomes de Rydberg n'ont pas attendu les atomes de Rydberg circulaires pour exister. Et ils font des choses tout à fait extraordinaires, utilisant des pinces optiques. On peut piéger des atomes un par un dans l'état fondamental. Et une fois qu'ils sont piégés, on peut les envoyer dans les états de Rydberg où ils ont des interactions contrôlées qui permettent d'étudier toutes sortes de physique intéressantes. Et actuellement, ces systèmes permettent jusqu'à la manipulation de 256 qubits ou spins pour réaliser de la simulation de propriétés de la matière condensée. L'avantage des circulaires, eh bien, c'est qu'ils vivent beaucoup plus longtemps que les atomes de Rydberg que je vais qualifier d'ordinaires utilisés dans ces expériences. Les atomes de Rydberg ordinaires, c'est des atomes de faible bombe angulaire, ils vivent la centaine de microsecondes, ce qui limite l'échelle de temps des simulations quantiques à une microseconde, alors que la durée de vie des atomes circulaires, la dizaine de millisecondes, est au moins 100 fois plus longue, et donc permettrait d'accéder à des simulations inaccessibles autrement. Et je m'excuse pour avoir été un peu long, et je donne la parole à David.